One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, je vous propose de parler d'un personnage universel, la sorcière. En ce mois d'octobre, période où l'on se prépare à célébrer Halloween, la Toussaint, El Día de los Muertos ou encore le Guédé, il m'a paru intéressant de mettre en lumière une figure de l'ombre. Pour donner un peu de contexte, sorcière, c'est un mot qui veut dire diseur de sorts, dérivé lui-même du latin sors, qui désigne un procédé de divination. Durant la chasse aux sorcières qui a eu lieu entre le XVe et le XVIIe siècle en Occident, le siècle des Lumières et non pas au Moyen-Âge, on dénombre entre 40 000 et 70 000 personnes mises à mort en Europe, ce qui comprend des femmes dites sorcières, mais aussi des personnages qui les assistaient, notamment des hommes. C'est durant le siècle des Lumières que le traité appelé Malleus Maleficarum, en français le marteau des sorcières, est apparu, écrit par l'inquisiteur Heinrich Kramer et propagé à l'époque par les démonologues. Dans cet épisode, on va parler de la figure de la sorcière, de spiritualité, de puissance féminine et de pratiques occultes avec mon invité du jour, Cole Milouve. Je vous propose une écoute avec une personnalité éclairée, franche, en marge d'une société patriarcale. Cole Milouve, bienvenue et encore merci de venir t'exprimer sur le sujet d'aujourd'hui. Je suis très heureuse d'échanger avec toi. Pour commencer, je vais te laisser présenter ton parcours dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui. Alors, je m'appelle Louve, j'ai 29 ans, je suis TDS en tout depuis 10 ans et je suis TDS en virtuel depuis à peu près 6-7 ans. Donc avant de faire du virtuel, je faisais du réel. Puis j'ai arrêté depuis. J'ai fait beaucoup de bar à champagne entre le réel que je faisais avant et le virtuel que je fais aujourd'hui. Et là, actuellement, je fais uniquement du virtuel. Je fais plus du tout de réel ni de bar à champagne. Donc, je fais uniquement de la création de contenu. Je fais de la création de contenu inclusif. Par inclusif, j'entends pas de fausse inclusivité en mode il faut avoir un quota à respecter parce que cette année, j'ai pas tourné avec une personne racisée. Cette année, j'ai pas tourné avec une personne trans. Et du coup, ils sont obligés de mettre des quotas pour... non, c'est vraiment des personnes... je tourne vraiment avec des personnes que j'affectionne, des personnes qui sont à gauche, je tourne pas avec les gens qui sont à droite, et des personnes avec qui ça match aussi amicalement en dehors. Enfin, moi, ça me permet de me sentir plus à l'aise et je trouve que les rendus au niveau du porn sont plus naturels. Je fais aussi de la cam, déjà pas mal. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Je fais de la pub comme sur Skyrock. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tu vas peut-être bientôt avoir un podcast. Oui, j'ai décidé de créer mon podcast. Il s'appelle Stigmatitse. C'est un jeu de mots avec les tits, donc avec les seins. Et alors des podcasts qui donnent la parole au TDS, il y en a pas mal. Sauf que moi, j'ai voulu donner la parole aux personnes qu'on ne fait jamais parler. Parce qu'on en a marre d'entendre parler des personnes qui sont extrêmement privilégiées, pour le coup. Et j'ai envie de donner la parole aux TDS, de qui on a honte finalement. Voilà. Donc j'ai déjà prévu plusieurs personnes. On verra bien ce que ça donne et j'espère que ça va plaire. Et j'espère que le podcast va être écouté parce que c'est des personnes à qui on ne donne jamais la parole. Voilà. Est-ce que du coup, c'est ton activité principale ? Ouais, okay. J'ai envie pas très longtemps. Depuis pas très longtemps, en plus de mon contenu, je parle beaucoup de politique, que ce soit en story ou sur mes réseaux. Et du coup, je sais pertinemment que c'est un frein à ce que certaines personnes s'abonnent ou achètent mon contenu. Mais ce n'est pas grave parce que je vais pas invisibiliser une part de moi pour pouvoir faire plus de thunes. C'est complètement ok de pas politiser sa DA, d'avoir une DA toute lisse. Mais moi, j'aime pas ça. Enfin, pour moi, en tout cas. Du coup, ça vient un petit peu questionner chez moi quelles sont tes valeurs au quotidien. Tu disais que tu étais de gauche. Quelles valeurs tu défends au quotidien ? Le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est l'inclusivité. Et par inclusivité, il y a l'inclusivité au niveau des préférences sexuelles d'autrui, au niveau de l'identité de genre, au niveau du handicap aussi, et au niveau du physique en général.
etc. Genre, je supporte pas l'injustice. Même dans le milieu, je supporte pas l'injustice. Donc, j'ai tendance à beaucoup ouvrir ma bouche et à me prendre beaucoup de retours de bâton, mais ce n'est pas grave. Parce que moi, je suis alignée avec mes valeurs. Voilà. Et c'est ce qui fait ta force. Ce qui fait ma force. C'est quoi le premier souvenir d'enfance qui te vient quand je te dis sorcière? Le premier souvenir d'enfance qui me vient, ça remonte, je sais même pas en quelle année il est sorti, ce dessin animé. J'ai même pas fait mes recherches. Honte à moi. Mais c'est la sorcière Caraba dans Kirikou. Alors, à savoir, nota bene, déjà que je suis une grande fan de Disney. Donc, j'aurais pu prendre des références de sorcières / méchantes qui sont dans l'univers Disney. Mais Caraba m'a particulièrement marquée parce que je voyais bien, malgré que j'étais super jeune, que c'était pas une méchante par essence. Que c'était une femme qui avait souffert, etc. Et que c'était pas une vraie sorcière méchante par essence. Ok, c'est intéressant parce que du coup, tu prends l'image d'une sorcière qui, effectivement, au premier abord, elle est considérée comme méchante et ensuite on voit dans le dessin animé que ça évolue et quelle est son histoire. Qu'elle n'a jamais été vraiment une réelle méchante, quoi. Est-ce que plus jeune, la sorcière, c'est un personnage qui t'a fait peur ou au contraire, t'as toujours eu un peu cette fascination pour la sorcière ou pas du tout? J'ai toujours été fascinée par les sorcières et les méchants en général. J'ai toujours été du côté des méchants plutôt que du côté des gentils. Genre déjà, esthétiquement parlant, si on prend les exemples qu'on a connus étant enfant, les sorcières ou les méchants étaient beaucoup plus stylisés que les gentils. Il y avait une esthétique. Même notamment, si on peut parler de sorcières dans Disney, on peut parler de Ursula, de Maléfique. Et c'est vraiment des esthétiques qui, quand on prend du recul, c'est vraiment des esthétiques qui sont queer-coded. Donc, pour les personnes qui savent pas ce que ça veut dire queer-coded, ça veut dire qu'ils ont des codes queer. Tout ce qui sort de l'hétérosexualité et entre gros guillemets de la norme. Souvent, dans les œuvres écrites et cinématographiques pour les enfants, il y a souvent cette caricature de la sorcière avec des stéréotypes de vieillesse, laideur, malveillance, être déviant aussi parfois. En tout cas, c'est ce qui est sous-entendu. Alors que les sorciers, eux, par exemple, la figure masculine, si on peut dire, l'est pas du tout. Et je voulais venir questionner un peu ton opinion sur quel était ton avis sur cette figure négative de la sorcière vis-à-vis des enfants. Je pense que du coup, pour répondre à ta question, il y a une grosse part de misogynie intériorisée. Souvent, les sorciers, ils sont vus comme super forts. Par exemple, c'est des adultes qui s'entraînent à faire ça, ou ils sont sorciers parce que leurs parents étaient sorciers aussi. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Et il y a ce petit biais, ce grand biais misogyne, pardon. Est-ce que, selon toi, les œuvres qu'on voit, en tout cas quand on est enfant, à un moment donné, ça a une influence sur nous en tant qu'adultes et ça a aussi derrière ce côté un petit peu vicieux de se dire que la société essaye de formater les enfants sur certaines caractéristiques pour que lorsqu'ils grandissent, en fait, on ait cette image négative, quoi. Je suis pas sûre que ce soit volontaire. Enfin, tout dépend de l'œuvre en vrai. Enfin, moi, j'ai toujours été dans les dessins animés, etc. J'ai beaucoup été éduquée à la télévision quand j'étais petite. Ça a pas eu d'impact sur moi en mode, surtout pour ce que je suis aujourd'hui. Mais je suis pas sûre que ça conditionne les enfants à peut-être juste à se méfier. Par exemple, souvent, comme tu disais tout à l'heure, les sorcières, elles sont souvent âgées. Peut-être cette peur-là des vieilles dames ou je ne sais quoi. Mais moi, je vois pas plus. Alors moi, j'ai fait quelques recherches du coup par rapport aux sorcières qui avaient cette image un peu méchante. Tu vas me dire ce que toi tu en penses. Je vais te donner des noms et tu vas me dire si tu les vois méchantes ou pas. Ok ? Vas-y. Baba Yaga. Tu vois à peu près l'image ou pas ? Je vois qui c'est, ouais. Ah, je saurais pas dire. Complexe. Ok. La sorcière dans Blanche-Neige. Elle est super dépeinte comme une méchante. Elle est dépeinte comme une méchante, mais aussi cette recherche de beauté éternelle, pour le coup. Et du fait que elle ait peur de vieillir et elle ait peur de pouvoir être la plus belle femme du royaume. Du coup, méchante, en mode c'est pas bien de chercher à tout créer être belle, il faut être gentil, quoi, comme Blanche-Neige un peu. Faut être belle, mais sois belle et tais-toi un peu. Un peu ce côté-là. Le procès des sorcières de Salem. Méchante. Même aujourd'hui, quand tu lis les écrits vis-à-vis des sorcières de Salem, même si c'est écrit par des personnes, t'as toujours ce côté en mode c'était vraiment une espèce de purge entre gros guillemets. Enfin, c'était une purge en fait, c'était même pas entre guillemets. Et il y avait vraiment eu ce côté de on a pris toutes les femmes qui avaient des caractéristiques qui faisaient penser à de la sorcellerie. Il y a même eu à cette époque-là beaucoup de femmes qui avaient des troubles épileptiques qui ont été considérés comme de la sorcellerie ou de la possession, pour le coup. La sorcière dans La Petite Sirène. Oh, très queer-codée, l'une de mes préfs. Méchante, du coup, ouais. Méchante sans vraiment être méchante, parce que si on retrace l'histoire, elle s'est quand même fait chasser du royaume par son propre frère, donc je comprends qu'elle ait un petit peu le seum.
Mais ouais, méchante. Sorcière de l'Ouest, dans Le Magicien d'Oz. Super méchante. Super méchante, ouais. Après, j'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu il y a super longtemps, mais j'ai pas les tenants et aboutissants du pourquoi, du comment. Alors, tu as dit tout à l'heure la sorcière Caraba. Oui, on en a parlé tout à l'heure, ouais. Je l'appréciais. Ma sorcière bien-aimée. Oh, celle-ci, ouais, elle est vraiment dépeinte comme une gentille. Mais parce qu'elle a tous les codes de la nana lambda, en vrai. Ouais. Elle habillée avec les habits de l'époque. C'était vraiment. Elle a toutes les caractéristiques blanches, blondes. Elle est pas du tout queer, elle. Hein. Non. Alors, du coup, ma question, c'est la suivante. Est-ce que la sorcière peut devenir une héroïne et sortir de son image négative? Elle pourrait l'être si la pop culture changeait cet aspect méchant. Après, elle l'a fait plusieurs fois. Si tu regardes Charmed, pas forcément des méchantes. Je vais te lire un extrait, Le marteau des sorcières. C'est un manuel qui a été sorti au XVe siècle, XVIe siècle, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'était pendant la chasse aux sorcières. Et en fait, c'est un manuel qui a été écrit par un inquisiteur qui explique comment trouver et chasser une sorcière. Ok. Donc, c'est des faits réels. C'est de ce manuel dont beaucoup d'inquisiteurs se sont aidés pour aller faire des procès de sorcières, etc., etc. Comment découvrir une sorcière, auteure d'un crime contre Dieu plus grave que l'hérésie? 3 éléments sont retenus. La marque du diable, l'aveu d'avoir participé au sabbat satanique, les torts faits aux gens par suite de sortilèges. Sur simple rumeur, le juge interroge les témoins. Si les charges paraissent suffisantes, sérieuses, la sorcière est convoquée devant une assemblée restreinte. Dans cette assemblée restreinte, il y a un greffier, un chirurgien, un bourreau et d'autres protagonistes. L'accusé est dénudé, rasé, et le chirurgien recherche la marque du diable en sondant avec des aiguilles d'argent divers points du corps, généralement à gauche, côté diabolique. Tout ce qui va être cicatrices, taches suspectes, etc. Tout est consigné par écrit. L'absence de douleur ou d'écoulement sanglant ou séreux est une présomption, sinon une preuve. C'est le signe d'un pacte avec le démon. Les juges ont alors le droit de continuer le procès selon les règles judiciaires précises, excluant l'arbitraire auquel la pratique de la torture est soumise. Quelle est ta réaction face à cet extrait? Déjà, je préchotais ma réaction vu que ça a été écrit par et pour les inquisiteurs. En fait, je trouve pas les mots. Est-ce que, déjà, si on part du principe que l'assemblée qui réunit ces personnes, ce soit que des hommes, est-ce que tu as quelque chose qui te vient par rapport à ça? Bah oui, du coup, il y a les biais misogynes dont je parlais tout à l'heure, pour le coup. Ensuite, le fait que l'accusée, donc la sorcière, soit dénudée, rasée, ce qui te vient lorsque je te dis ça? Bah, on a ces biais qui sont sexistes aussi, je dirais. Il y a cette histoire de même mythe, en fait. La femme séductrice, dangereuse. Et du coup, il faudrait peut-être la raser pour qu'elle corresponde plus à ce qu'on attend d'elle. Le fait que cette personne, elle soit torturée pour ensuite avouer qu'elle a pactisé avec le démon, est-ce que c'est quelque chose qui te semble, rien qu'en termes de droits humains? Les droits humains, comme tu dis, à l'époque, ils étaient vachement bafoués, ils en avaient un petit peu rien à faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, il y a toujours des chasses aux sorcières. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes façons de faire pour pouvoir détecter une sorcière ou un sorcier. En Amérique centrale, par exemple, tu as des chasses aux sorcières. En Afrique aussi, Afrique de l'Est, je crois, tu as aussi des chasses aux sorcières. Et en fait, on est toujours dans cette idée que on va pourchasser un peu cette personne qui est différente, ou en tout cas qui correspond pas à ce qu'on peut attendre d'elle, quoi. Est-ce que le christianisme, selon toi, à l'origine, a un discours misogyne autour de la sorcière? Oui. Parce qu'on rappelle quand même que les fondements du christianisme, c'est la Bible, et que la première femme qui apparaît dans la Bible, c'est Ève. Que Ève, selon la Bible, c'est une pécheresse. Et avec les cultes païens, ils ont voulu effacer un peu ça. Et du coup, la sorcière, c'est un peu devenu une arme pour contrôler la sexualité et la puissance féminine. C'était un peu pour dire aux femmes de se méfier un peu et qu'elles soient dans
entre gros guillemets, au niveau du christianisme dans le droit chemin, si on peut dire. Du coup, est-ce que ça sous-entendrait qu'au fil du temps, il y a eu plusieurs biais pour pouvoir contrôler les femmes? Tu disais un petit peu que c'était un des moyens du christianisme pour pouvoir faire rentrer un peu, enfin, je grossis le trait, mais faire rentrer dans le rang les personnes qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'elles. Est-ce que l'Inquisition, la folie, qui a beaucoup été utilisée par la suite, donc on n'était plus du tout sur des éléments religieux, mais plus scientifiques, et le patriarcat aussi, sont des moyens pour contenir les femmes dites excessives ou qu'on pourrait dire insupportables? Ouais, je pense que oui, parce que c'est des mécanismes en fait qui ont été mis en place tout au long de l'histoire en fait finalement. Je parlais du christianisme tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus large que ça. Pour en fait briser toute femme ou toute personne en fait qui sortait de la norme. Une petite référence qu'il y a aussi dans la culture africaine, notamment dans la culture ivoirienne, on a une divinité, si on peut dire, qui s'appelle Mami Wata. Et Mami Wata, en Côte d'Ivoire, c'est une sorcière des eaux qui est un peu une sirène et qui on fait peur souvent aux enfants en Côte d'Ivoire avec ça, avec Mami Wata. C'est une sorcière qui remet sur le droit chemin tous les enfants qui s'égarent de ce qu'on attend d'eux. Donc, de surcroît, tous les enfants qui sont queer, tous les enfants qui sont un peu efféminés, tous les petits garçons qui sont efféminés, toutes les femmes qui s'habillent un petit peu court, etc. Ah ouais, je connaissais pas du tout cette légende. Ok, et quand tu dis elle remet dans le droit chemin, c'est-à-dire, tu sais à peu près ce que ça veut dire remettre dans le droit chemin? Ouais. Mami Wata, en fait, elle est un peu utilisée, si tu veux prendre un exemple de la culture qu'on connaît, comme le père fouettard, si tu veux. Ah ok. Et en un peu plus hardcore, parce que du coup, le père fouettard, il va te fouetter, et Mami Wata, elle va te tirer et t'emmener au fond de l'eau et te noyer. Ah ouais, c'est pas le droit chemin, là, c'est le chemin de la lumière. C'est un peu plus radical. C'est un peu plus radical, ouais. Okay. Ah ouais, c'est... Pourquoi c'est un problème, le fait qu'on ait des femmes qui ne rentrent pas dans le moule de ce qu'on attend d'elles? Pourquoi ça, c'est un problème? Pour le christianisme et pour d'autres religions, hein, on parle du christianisme, mais on peut axer sur beaucoup de choses. En fait, les femmes, petites filles, ça doit être des petites filles modèles. Ça doit être des petites filles qui se tiennent bien, qui disent pas de gros mots, qui sont polies. Et ensuite, quand ça devient des femmes, ça doit être des femmes qui sont respectables, ça doit être de bonnes futures mères de famille, de bonnes futures épouses, etc. La figure idéale chrétienne de la femme vierge ou pécheresse, est-ce que ça permet encore, en 2025, de justifier la misogynie? Oui, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus subtil qu'avant, on a quand même une demande aux femmes d'être pures mais désirables, d'être mères mais pas trop libres. Et du coup, c'est des archétypes qui correspondent à Ève et à Marie, si on revient sur le christianisme dont on a parlé tout à l'heure. Et ça reste quand même dans notre inconscient collectif. Je vais te lire un extrait d'un livre et je vais te poser une question après, ok? Alors, c'est l'extrait de Martine Ostorero, ok? Elle analyse un peu la chasse aux sorcières et elle dit que la chasse aux sorcières est comme moins une pratique religieuse et plus comme un phénomène politique destiné à assurer le pouvoir et la justice des princes qui entendaient contrôler ainsi les populations rurales. Donc en gros, elle dit que la chasse aux sorcières, ça a été un prétexte qui a été plus politique que religieux, mais c'était toujours dans l'idée de continuer à contrôler les populations. Est-ce que pour toi, la sorcière, c'est un symbole politique? Du coup, oui, parce que c'est l'image de toutes celles qu'on a voulu brûler. Du coup, il y avait les femmes, les personnes qui étaient marginales, les prostituées à l'époque aussi, les personnes queer, les folles. Et la sorcière, en fait, c'est un drapeau féministe et anticapitaliste pour moi à l'heure actuelle. C'est un symbole parce qu'en fait, la sorcière, elle représente tout ce que la société, que certaines personnes, pas la société en général, même la société patriarcale, voudrait effacer. C'est des femmes qui sont puissantes, c'est des femmes qui sont souvent seules et qui n'ont pas besoin d'un homme, par exemple. C'est des femmes qui ont un pouvoir que les hommes ne peuvent pas maîtriser, donc du coup, la sorcellerie. Et je pense que c'est quelque chose qui peut effrayer. Et du coup, ils n'ont pas la main basse sur ce que représentent ces femmes-là. Est-ce que d'après toi, c'est une image qui a été un peu récupérée par tout ce qui est réseaux sociaux, mais dans le sens où on a décidé que la sorcière, elle était à la mode et où on perd un peu l'essence même de l'aspect politique qu'il peut y avoir derrière l'image de la sorcière? En vrai, oui, complètement, parce que même moi, je l'ai vu sur les réseaux. Maintenant, il y a beaucoup de boutiques ésotériques en ligne qui ouvrent. C'est devenu un peu une mode d'avoir des pierres chez soi, de tirer des cartes, de faire du pendule, etc. Et moi, je le vois bien. En fait, il suffit juste d'aller à la Fnac, par exemple, vraiment exemple à la con. Tu vas à la Fnac, tu vas dans le rayon, je crois que c'est dans le rayon développement personnel en plus qu'ils ont foutu ça.
t'as un rayon de zinzin avec des tarots, des oracles, des pierres. De pierres, tu vois tout de suite que c'est des fausses. Et du coup, genre, tu vois vraiment qu'il y a une espèce de... Bah, en fait, un peu comme la glamourisation du TDS, finalement. Glamourisation de l'ésotérisme et de la sorcellerie en général. Ok. Est-ce que toi, t'en as chez toi? Plein de trucs. Du coup, Ouais. on est d'accord que t'as succombé au phénomène aussi. Oui, mais je suis allée les chercher en boutique spécialisée pour parler avec des vendeurs et des vendeuses. Il y a aussi Bah, des tarots que je trouve super beaux et je les jette pas parce que bah, genre juste ils sont beaux. Genre juste par effet de mode, je les prends pas. T'as beaucoup de tarot chez toi? Tarot, j'en ai 5 ou 6. Oracle, j'en ai 4. J'en ai pas énormément en vrai. Et après le reste, bah, c'est tout ce qui est pendule, tout ce qui est pierre, tout ce qui est bâton. Aussi, j'ai des bâtons de sourcier. Ah Ça... ouais. Ok. Ouais. Ok. Tu fais quelle pratique tu utilises? Déjà, je tire les cartes. Bon, ça, c'est pas vraiment une pratique liée à la sorcellerie, je trouve. Parce que en soi, alors, attention à ce que je vais dire, tout le monde peut plus ou moins savoir tirer les cartes. Après, il y a savoir tirer les cartes et savoir tirer les cartes. T'as des personnes lambda qui vont apprendre à le faire et qui vont savoir lire les cartes. Et t'as des personnes comme moi qui le font depuis suffisamment longtemps pour pouvoir lire, avoir une lecture, puis une sous-lecture de ces cartes-là. Ça fait combien de temps que tu pratiques? Depuis que j'ai 11-12 ans, je dirais. Quelque chose comme ça. Comment ça t'est venu? Ça t'est venu... On t'en a parlé ou tu t'as voulu de toi-même pratiquer parce que tu l'as vu alors à la télé, tout à l'heure, tu disais que tu avais beaucoup la télé Même à la maison. Pas du tout. Genre, j'avais demandé à mes parents pour Noël de m'offrir un oracle, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai commencé à tirer les cartes. Après, je me suis un peu désintéressée de ça parce que bah, j'avais 11-12 ans et que on se dit c'est une lubie d'enfant, etc. Et en fait, un jour, je suis allée chez une amie à ma mère qui tire les cartes et qui est très très forte là-dedans. Et elle m'a dit que qu'il y avait quelque chose en moi et qu'il fallait pas que je lâche en gros. Donc du coup, depuis, j'ai continué. Et je suis toujours en contact avec cette dame d'ailleurs. Tu tires les cartes à tes proches ou est-ce que tu en fais commerce? Alors, je le fais jamais en commerce parce que déjà, j'aime pas le faire. Si les personnes ont envie de me donner quelque chose après, je dis pas non. Mais je pars du principe que normalement, bah, quand on a des connaissances ou j'aime pas du tout dire ça, mais des dons entre gros guillemets, on est là pour les partager, pour faire le bien autour de soi et pas pour les vendre. Tu disais tout à l'heure que, alors entre guillemets, que c'était un don ou en tout cas une appétence, en tout cas pouvoir faire ça. Est-ce que ça veut dire que tu es plus sensible aux énergies aussi des personnes qui sont autour de toi? Ouais, je suis très sensible aux énergies, je capte beaucoup les énergies. Je sais pas si j'en ai ou pas, parce que je me suis pas encore vraiment penchée dessus, parce que ça m'effraie assez. Si j'ai des compétences, si on peut dire, en magnétisme. Mais ce serait pas étonnant que oui. T'as déjà eu des témoignages autour de toi de personnes à qui t'as tiré les cartes, qui t'ont... Alors, je prends l'exemple des cartes, mais t'as cité beaucoup d'autres pratiques tout à l'heure. Qui t'ont fait des retours et qui t'ont dit ben là il s'est passé ça et ça m'a fait quoi ce que tu m'as dit Bah littéralement tout le temps. Après moi ce que j'aime bien faire c'est les gens qui sont super sceptiques par rapport à ça. Parce que ça m'amuse un peu, ils sont en mode ouais je suis super sceptique. Ok pas de souci. Et soit des fois on est en soirée ou quoi. Enfin on m'a demandé d'amener mes cartes donc ce soir-là j'ai mes cartes. Ils sont en mode ouais bah j'y crois pas trop à ton truc et je leur tire des trucs que même eux genre ils ont même pas dit à leurs potes à côté. Et ils sont là en mode ah oui, d'accord. Du coup, c'est assez drôle. T'as déjà eu peur de ce que tu pouvais faire? Ok. Est-ce que tu peux donner un exemple ou c'est trop intime? Non, du tout. Par exemple, j'étais avec mon copain il y a quelques mois et il m'a demandé de lui tirer les cartes. Lui aussi, il est un peu comme moi, enfin même beaucoup plus que moi pour le coup. Et en fait, je commence à lui tirer les cartes et il me demande de les tirer par rapport à un sujet et je dis ah il y a quelqu'un qui veut genre rentrer en communication avec moi maintenant et il me dit c'est qui et je lui dis c'est telle personne et actuellement là elle est descendue de sa chambre pour aller fumer une cigarette dans sa cuisine. Déjà le truc hyper précis et direct il a capté de qui je parlais, il était en mode mais c'est pas possible et en fait après genre j'ai fait un truc super bizarre, c'est la première fois de ma vie que ça m'a fait ça, j'étais un peu même moi-même choquée et la personne en fait s'est mise à lui parler à lui à travers moi. Et du coup, je me suis mis à employer des expressions et des mots que cette personne-là utilisait tout le temps. Cette personne que je n'avais jamais vue de ma vie. C'est fou. C'était un peu bizarre quand même. Ok. Et ça a duré quelques minutes ou quelques secondes? 1 heure. Ah ouais. Ok. Toi, t'es possédé pendant 1 heure. Ouais. Oh putain de merde. Waouh. Ok. C'est fou. Je suis pas sceptique. Mais je suis pas non plus croyante. Ok. Ce que tu m'as raconté sur comment tu as commencé à faire à pratiquer l'occultisme,
ça fait écho à ce que moi j'ai un peu vécu. Ok. C'est-à-dire que moi j'ai été élevée dans le sens où bon, j'ai pas été baptisée ni rien. Ma mère m'a jamais imposé une religion. Ok. Et en fait, ça a permis que je puisse m'intéresser à plusieurs choses. Tu vois, j'ai été voir un peu ce que c'était le bouddhisme. J'aime bien aller dans les églises parce que j'aime bien l'architecture. Mais derrière ça, j'ai pas. Je pense que quelque chose existe, voilà. Mais j'ai pas réellement de. Je sais pas quoi. Et plus jeune, en fait, c'est ma mère qui m'a appris à utiliser le pendule. Et en fait, j'avais à peu près le même âge que ce que tu as dit. Tu avais 12 ans quand tu as demandé un jeu de tarot à tes parents. Moi, j'avais à peu près le même âge quand elle a commencé à m'apprendre à me servir du pendule. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant, je sais pas, peut-être, 5-6 ans, tu vois, jusqu'à l'adolescence. Et après, au moment où je suis arrivée à l'adolescence, eh ben, je fais des trucs un peu plus sérieux. Voilà, Ok. genre j'avais une pote et voilà, on faisait des cercles ésotériques, des trucs comme ça. Bon, voilà. Ok. Et en fait, j'allais dans des boutiques ésotériques aussi quand j'étais ado, quand j'avais 16-17 ans, j'allais regarder des livres autour de la Kabbale, ce genre de choses, tu vois. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je sens que j'ai un truc, quoi. J'aime ça. Je sais pas si c'est juste aimer ou c'est avoir quelque chose de plus, mais par exemple chez moi, tu vois, j'ai des tarots, c'est des choses comme ça, j'ai des pierres que je n'ai pas été acheter à la Fnac. Ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Mais j'ai toujours rencontré à un moment donné des gens qui étaient autour de ça. Ok. Quand je travaillais dans le domaine de l'animation et la formation, etc. Bon bref, j'avais des collègues qui étaient là-dessus, tu vois. Ok. Quand j'étais camgirl, depuis que je suis camgirl plutôt, Oui. j'ai une collègue qui était aussi là-dessus, tu vois. Voilà. Et je me dis, est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que c'est genre un truc d'attraction, tu vois, genre t'attires les gens auxquels tu ressembles. Alors, je crois en ce qu'on appelle la loi de l'attraction, mais pas pour l'exemple que tu viens de citer, pour le coup. Je pense que ça s'est un peu généralisé et que tout le monde touche à tout. Genre là, tu m'as dit, depuis que je suis camgirl, j'ai rencontré des collègues qui le font. Alors, moi, j'ai quelques collègues qui le font. Quand je dis qu'ils le font, je parle de le faire sérieusement et pas de se servir de ça pour faire des menaces aux gens, par exemple, tu vois. Parce que j'ai été aussi confrontée à ça, à des collègues qui, je sais, font soi-disant usage de la magie pour faire du mal à autrui, etc. Mais tu es là, tu vois, en fait, à partir du moment pour moi où tu n'as pas les capacités cognitives et si tu n'es pas un minimum bien psychologiquement, attention, c'est pas psychophobe ce que je vais dire, tu peux pas être sérieuse dans ta pratique de la sorcellerie ou de la magie. Si tu as envie de faire du mal à quelqu'un et que tu es profondément quelqu'un, ça va se retourner contre toi fois 14. Enfin, après 14, j'abuse toujours, mais oui, genre si tu utilises, si tu dis j'ai envie de m'intéresser à la sorcellerie dans le but de faire du mal à autrui parce que je hais profondément cette personne pour une bonne ou une mauvaise raison, qu'importe, hein, ça va se retourner contre toi, mais ça va te coller à la peau. Et tu vas avoir beaucoup de mal à t'en débarrasser seul, et même avec de l'aide de personnes qui sont un peu plus puissantes, ça va être compliqué. Tu parles de puissance, du coup, tu sens que tu évolues en puissance ou tu gagnes en puissance, je sais pas quel terme utiliser en fait. Tu sens que tu évolues vis-à-vis de ta pratique ou tu as l'impression des fois que en fait c'est quelque chose qui va rester tel quel et qui va pas bouger. Je parle en termes de compétences, de ressenti. Au niveau des compétences, parce que forcément je m'instruis, je lis, donc forcément j'acquiers des compétences en plus. Mais de là à dire que mes compétences ont des répercussions sur ma pratique, je suis pas sûre. Quand tu dis que tu pratiques l'occultisme, tu ressens généralement qu'il y a plus de la fascination envers toi ou plus répulsif? Est-ce que les gens ils sont plus révulsés sur le fait que tu pratiques la cartomancie par exemple? En fait, vu les personnes que je côtoie, principalement, enfin mon cercle d'amis proches ou lointains est souvent queer. En fait, genre les gens trouvent ça normal. Quand j'habitais, parce que là je suis une grande ville, mais où j'habitais avant, là où je suis née, j'avais pas ce cercle d'amis là. Donc du coup les gens étaient plus un peu, ils oscillaient entre fascination et révulsion un peu. Et ils étaient aussi beaucoup en questionnement, en mode pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais là avec les gens que je côtoie, en fait c'est normal. Ils le voient pas comme quelque chose de diabolique ou de... Non, même voilà. pas. Ok.
Oui, bah, comme tu dis, c'est en fonction des gens dont on s'entoure Oui, ouais. et aussi de la tolérance qu'il y a, quoi. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu crois au féminin sacré? Je dirais que c'est ambigu un peu. Parce que d'un côté, c'est une réappropriation spirituelle et une sorte de retour au corps et à l'énergie. Mais en fait, d'un autre côté, je me dis que ça peut encore enfermer des gens dans l'idée que les femmes, elles auraient une naissance mystique. Et du coup, si on regarde au niveau de l'hellénisme, c'est une religion. Donc du coup, c'est la croyance de tous les dieux et les divinités qui sont associées à la Grèce antique. Ok, du coup, c'est une religion polythéiste. Exactement, tout à fait. D'accord. L'hellénisme montre beaucoup que le féminin, il est multiple. Donc, tu as beaucoup de déesses dans l'hellénisme. Par exemple, tu as Athéna, Aphrodite, Artémis, Hécate. Et en fait, c'est pas une seule essence, c'est une pluralité de plusieurs choses chez ces déesses que tu vas prendre et que tu vas insuffler. Est-ce que toi, tu fais la différence entre puissance et pouvoir? Oui. Du coup, si je te demande si la sorcière, que c'est une femme puissante ou est-ce que c'est une femme de pouvoir pour toi? Une femme puissante. Alors, la puissance et le pouvoir, pour moi, c'est pareil. C'est à la fois pareil, à la fois pas pareil. La puissance, ça peut être l'énergie que dégage la personne, en dehors de sa pratique. Et le pouvoir, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire avec sa pratique. Est-ce que, pour le coup, c'est compliqué de se projeter comme une femme puissante au XXIe siècle? Je dirais que oui, quand même. Parce que on est en big 2025, mais on se rappelle quand même que tous les modèles dominants, c'était des modèles masculins. Que aujourd'hui, avec le féminisme, on tente d'en créer de nouveaux. Mais finalement, la société, elle préfère caricaturer ou ridiculiser les femmes puissantes, dans tous les cas. Si on veut prendre l'exemple du TDS, alors je dirais pas que je fais ça pour m'émanciper ou pour retrouver confiance en moi, etc. Mais je pense que face à toute la haine qu'on reçoit, surtout si on politise notre contenu comme moi je le fais, faut avoir les pieds sur terre, il faut avoir la tête sur les épaules. Est-ce que tu dirais que tu es une femme puissante? C'est pas à moi d'en juger. Je sais pas. Est-ce que les gens autour de toi te caractérisent comme une femme puissante? Alors non, mais il y a des gens qui ont peur de moi, par contre. Donc peut-être que c'est lié à ça, on sait pas. On a souvent ce truc de se dire être une femme fatale, ça a une connotation négative. Est-ce que pour toi, la femme fatale, elle rejoint un petit peu tout ce qui va tourner autour du féminin sacré? Je pense que d'un certain côté, oui. La femme fatale, en fait, elle peut faire autant peur qu'elle donne envie. Et en fait, c'est ce côté interdit, mais à la fois accessible que les gens retiennent, en fait. Si je te donne un exemple d'argot actuel, ils vont dire, ouais, toi, t'es pas bonne à marier. Ils veulent avoir, en fait, ce qu'on leur a inculqué venant de la femme. Ils veulent avoir ce qu'ils ont connu, mais ils veulent pas aller vers l'inconnu, parce qu'en fait, ça terrifie l'être humain en général, je vais dire les hommes, mais l'humain en général, sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu et se confronter aussi au jugement d'autrui. C'est quelque chose qui est qui fait assez peur à certaines personnes, pour le coup. Tout à l'heure, tu en as beaucoup parlé. En tout cas, tu as fait quelques parallèles par rapport au TDS, au travail du sexe. Oui. Est-ce que pour toi, il y a un parallèle entre la sorcière et le TDS? En vrai, oui. Bah, si on revient aussi sur l'histoire des sorcières de Salem, il y a beaucoup de femmes qui ont été accusées d'être sorcières, qui étaient aussi des prostituées. Donc, en fait, il y a toujours eu, en fait, quand on dit chasse aux sorcières, par exemple, si on revient sur la loi de pénalisation des clients de 2016, donc qui, on rappelle, pénalise des clients quand ils ont recours au service des travailleuses du sexe en réel. En fait, c'est vraiment, quand on dit chasse aux sorcières, ça fait vraiment sens pour moi, dans le sens où tu as des gens qui vont aller, ça s'est passé principalement au Bois de Boulogne, aller voir qui travaille et voir qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en flag. Il y a vraiment cette connotation-là, quand même, qui est assez présente pour le coup. Est-ce que tu dirais que la sorcière, elle est autant fantasmée que la travailleuse du sexe? Je sais que dans notre travail, il y a beaucoup cette idée de fantasme, comme tu disais tout à l'heure, glamouriser un peu le travail. Donc ça, c'est tout ce qui va être en interne, mais il y a aussi tout ce qui est externe, de l'image que les gens ont de nous, et il y a souvent ce fantasme, etc. Est-ce que tu trouves qu'entre l'image de la sorcière et l'image de la travailleuse du sexe, il y a aussi cette icône de je fantasme sur? Alors, je dirais que oui, mais pas de la même manière, pour le coup. On va dire, si on veut vraiment être vulgaire, ça fait moins peur d'être avec une sorcière qu'être avec une pute. Parce qu'être sorcière, ça peut se cacher. Une nana qui a un OnlyFans ou un mime, ça va forcément se savoir un jour ou un autre. Et pour moi, ouais, très clairement, ça fait moins peur d'être avec une sorcière qu'avec une pute. Waouh, c'est puissant ce que tu as dit là, je trouve. Ça me fait penser à un truc. Je suis restée pendant très longtemps cachée, tu dis. Et il y a peu de temps, il y a quelqu'un qui m'a outé. Pour moi, la phrase que tu viens de dire, elle est hyper puissante parce que pour moi, j'avais pas ce sentiment qu'en étant TDS, peu importe que tu sois réel ou virtuel, quoi. Oui. Donc ça fait 7 ans là, tu vois, que je suis TDS. Donc oui.
clairement, je m'étais déjà préparée au fait qu'un Oui. jour, mon entourage le saurait. Voilà, la personne avec qui je suis actuellement en couple le sait depuis le début. Enfin, voilà, c'est pas elle directement que ça a surpris, tu vois. Mais en fait, j'ai été révélée auprès de mes amis proches. Dans ma tête, j'avais pas projeté le fait que mes amis proches allaient le découvrir comme ça. Oui. Tu vois. Et c'est vrai que pendant très longtemps, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça fait genre X années que je le fais et que j'ai pas eu, enfin que personne n'est venu me voir, tu vois, et tout. Donc tranquille. Et c'est pour ça que je dis que ta phrase m'a fait écho, c'est parce que en fait, j'étais pendant très longtemps presque convaincue que peut-être que j'allais continuer comme ça pendant très longtemps, tu vois. Oui. Et c'est vrai que la sorcière, ouais, on ne le sait pas. Et il y a peu de chances qu'on le sache. Alors que ouais, la TDS ou le TDS, à un moment ou à un autre, on le sait. Oui, ça c'est impératif. Il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance qui est assez fausse de dire ok, si je travaille à visage masqué, si par exemple une personne qui est tatouée met du fond de teint dessus, etc., on va pas me reconnaître, quoi. Mais en fait, Internet de 1 n'oublie jamais, et Internet sait et voit tout. Donc forcément qu'un jour, que ce soit comme tu l'as dit, X années plus tard ou 2 mois après, ça va forcément se savoir. Donc en fait, faut vraiment se préparer psychologiquement à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui naïvement pensent que sans montrer leur visage ou être suffisamment masqués sur les réseaux, par exemple ils bloquent tous les gens de leur famille, ça se saura pas, mais ça se saura toujours. C'est important de le conscientiser. C'est important de faire de la prévention aussi. Parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de personnes qui glamourisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le milieu en mode regardez, on est super cool, on sait pas que montrer notre cul, on fait aussi des Lego par exemple. Mais en fait, il faut se mettre dans la tête que, alors déjà, il faut mieux plaire à pas grand monde qu'à tout le monde. Et ensuite, les gens, s'ils ont envie de nous détester, ils nous détesteront toujours qu'on montre qu'on fasse des Lego ou non, en fait. Je prends l'exemple des Lego, mais ça peut être n'importe quelle autre activité, hein, de l'escalade ou de l'escrime, qu'importe. Mais genre, ouais, on peut montrer qu'on est la personne la plus cool du monde. Si la personne, elle décide que t'es une pute et que t'es qu'une pute, tu resteras qu'une pute aux yeux de cette personne. Et je trouve que cette banalisation et cette glamourisation, ça mène en fait juste à montrer à des personnes qui sont vulnérables et qui hésitent peut-être à se lancer, de le faire et qu'elles se disent, mais en fait, c'est super cool parce qu'elle a plein d'abonnés, elle gagne plein d'argent et moi, je peux faire exactement pareil. Alors qu'en fait, c'est très dangereux de faire ça. Quand tu découvres ce milieu-là et que tu veux l'intégrer, t'as deux discours. T'as ceux et celles qui te disent non mais c'est dangereux, ne venez pas. Ouais. Et t'as ceux et celles qui te disent non mais c'est cool, voilà il faut juste bosser dur mais c'est cool. Oui. Je t'avoue que moi j'ai un peu du mal avec ces deux extrémités parce que d'un côté je me dis que si tu veux faire ton expérience, il faut pouvoir être conscient et consciente de tout ce qui va découler si tu veux faire cette expérience, mais de dire ne venez pas, je trouve que c'est pas dans le sens honnête, mais en fait ça cache un petit peu le truc de non moi j'ai réussi mais ne venez pas parce que vous allez avoir des traumas, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, ce qui est le cas. Mais comme plein d'autres choses que tu fais dans la vie quand tu prends le risque de le faire. Oui. Tu vois. Et en fait, être TDS, c'est un risque que tu prends dans ta vie, qui va te suivre toute ta vie. Mais c'est savoir ce qui t'attend quand tu prends ce risque. Voilà. Ce qui t'attend ou ce qui peut t'attendre, en fait. Oui, ce qui peut t'attendre. Parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est pas rien. Moi, typiquement, mes parents sont au courant parce que j'ai préféré les mettre au courant. Mais 2 mois après que j'ai mis mes parents au courant, quelqu'un est venu leur dire en leur envoyant genre mon Linktree carrément. Genre ils ont pas envoyé mon Insta, ils ont pas envoyé mon Twitter, ils ont envoyé mon Linktree. J'étais en mode ok, ils savent déjà. Du coup tu veux qu'ils fassent quoi, qu'ils s'abonnent à la même plateforme, je comprends pas trop là. Là on voit que les personnes qui font ça veulent juste faire du mal en fait. Tu vois, tu veux juste faire du mal quand tu fais ce genre de choses, tu vois, parce que tu pourrais juste te dire ah ok, j'ai été regarder mon petit porno, je suis tombée sur telle personne, ok, je connais cette personne et je le garde pour moi, tu vois. Mais à partir du moment où tu décides d'aller communiquer aux proches de cette personne, c'est que derrière il y a quelque chose de malsain. Ouais, non mais oui, complètement. C'est que tu veux que les proches de cette personne aient honte, ça peut être super dangereux pour une personne. Genre moi mes parents sont au courant et ils s'en battent les couilles.
Mais tu as des personnes, je sais pas, genre, par exemple, je suis une personne racisée, je suis une personne queer. Imaginons que j'aurais pu me faire mettre à la rue pour la seule et unique raison que je sois queer. Si mes parents derrière apprennent ça, c'est super dangereux pour les personnes. Ils en ont totalement conscience. Ils veulent juste, comme tu dis, faire du mal. Bon, après, il faut savoir à qui ils s'attaquent, quoi. Moi, la terre entière est au courant. Donc, ma mère, quand je finis de tourner, quand je pars en tournage, elle me dit, c'est bien passé ton tournage. Enfin, au bout d'un moment, voilà, quoi. T'as mis au courant tes proches de ce que tu Oui. faisais, etc. C'est une chance, je dirais, d'avoir un entourage qui est OK avec ça. De ne pas se faire rejeter par ses dix proches, c'est une chance. C'est un privilège, même, je dirais. C'est que tu es entourée de bonnes personnes. On a parlé un peu du féminin sacré, de la femme fatale et tout ce qui pouvait rentrer dedans. Et là, on vient de parler du TDS. Est-ce que pour toi, la sexualité, c'est un outil plus spirituel ou politique ? Alors, je dirais les deux. Pour moi, la sexualité est à la fois spirituelle et politique. Si je dois donner un exemple, dans l'Antiquité, elle n'était pas coupée du sacré. Il y a eu les cultes d'Aphrodite, d'Hécate, et souvent, ces cultes-là, ils associaient sexualité, désir et transcendance. Le corps féminin n'était pas uniquement pensé comme tentation, mais comme passage vers une forme de savoir ou de pouvoir. Ensuite, avec le christianisme, cette dimension a été brisée et elle a été remplacée par la culpabilité. La sexualité est devenue péché, ce qui a permis au patriarcat d'en faire une arme de contrôle. Et du coup, pour en revenir au TDS, aujourd'hui, quand on revendique notre sexualité, quand on vit en dehors des normes qui nous sont imposées, c'est un geste qui est profondément politique. Pour une travailleuse du sexe, pour une personne queer, pour une sorcière, c'est un moyen de reprendre possession de ce qui a été diabolisé pendant des siècles. La sexualité est donc un espace double, spirituel, parce qu'elle relie au désir, à la vie, à la force vitale, et politique, parce qu'elle met en jeu des rapports de pouvoir, de domination et de libération. Est-ce que, du coup, quand on insulte une personne en la traitant de sorcière, c'est une manière de marginaliser un peu l'autonomie intellectuelle et sexuelle des femmes ? D'une certaine manière, oui, je dirais. Est-ce que tu penses qu'il faut réussir à s'approprier son pouvoir, son désir et ses ressources pour ne plus être perçu comme un bouc émissaire ? Oh, je dirais un côté oui, un côté non. J'estime que si tu n'as pas envie d'être le bouc émissaire, que ce soit des gens qui t'entourent ou de la société, c'est à toi de faire le cheminement / le travail sur toi qui est nécessaire à ce que tu te considères comme une âme, comme une entité. Je m'explique. En gros, que tu sois pas genre juste une bonne femme, tu vois. Genre vraiment que tu sois quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Je te propose de passer à la dernière partie qui s'appelle l'instant photo. Alors, l'idée sur ce moment-là, c'est que je te présente des images ou des photos et que toi, tu réagisses à chaud dessus. Ce sont des images qui sont en lien avec les sujets qu'on a abordés. Ah, en fait, cette phrase, elle m'a gavée. Cette phrase, elle m'a gavée. On l'a trop vue, on l'a trop entendue et elle est trop utilisée hors contexte, en fait. Alors, sur la pancarte, il y a une personne qui est en manifestation, qui tient une pancarte, et sur cette pancarte, il y a écrit « Nous sommes les descendantes des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ». Je dis pas qu'elle est utilisée par des personnes qui sont pas concernées. On peut pas savoir si la personne qui tient la pancarte sur la photo est concernée ou non. Mais elle a trop été utilisée à tort et à travers comme le féminisme pipou safe un peu. Tu vois ? Genre, le féminisme à 2 étages en mode je fais des collages féministes l'après-midi et le soir, je dis ah non, mais mon pote, il aurait jamais pu faire ça à une femme. Tu vois ? Genre, elle est un peu utilisée à tort et à travers par le féminisme à vitesse variable. Je dis pas qu'il y a un bon ou un mauvais féminisme ou de féminisme idéal. Je dis juste qu'en général, voilà, je fais une petite généralité. Alors, la suivante, c'est celle-ci. Oh! J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, j'ai plus le nom du tableau, mais c'est une représentation de l'œuvre qui est la plus connue dans la chapelle Sixtine. Et l'image que toi, tu es en train de me montrer, ça remplace donc la personne qui est assise par une femme noire et Dieu par ça a l'air d'être une femme aussi, oui, une femme noire aussi. Ouais. Et il y a des enfants autour, si je vois bien. Ouais. Des enfants autour de la personne qui est censée être représentée, Dieu de base. C'est super puissant, j'aime beaucoup. Et j'avais pas la référence, mais ouais, c'est très très puissant. On en parlait tout à l'heure dans le podcast, il y a eu beaucoup même encore aujourd'hui, de la répression au niveau de la sorcellerie, notamment dans les pays d'Afrique. Et du coup, je trouve cette image super puissante pour le coup. Alors, on passe à la suivante. Et c'est la dernière. Celle-ci. Ok. Du coup, c'est une image avec un fond blanc où il y a juste écrit avec un guillemet en haut, un guillemet en bas, le mot dignité. Le mot dignité, pour moi, il veut absolument rien dire.
Je m'explique. Pour moi, le mot dignité, enfin souvent on nous le dit à nous en tant que TDS en mode ouais, tu vends ton corps, t'as vendu ta dignité, t'as pas de dignité. Mais au final, la dignité, est-ce que c'est vraiment c'est vraiment pour eux la définition qu'il y a dans le dictionnaire de la dignité, ou c'est ce que eux veulent qu'on dégage? C'est ça en fait le truc. Il y a beaucoup d'hommes qui utilisent le prétexte de oh t'as pas de dignité parce qu'on correspond pas à ce qu'ils attendent d'une femme et que du coup on leur est pas accessible. Et encore une fois, comme je le dis très souvent, pour beaucoup d'hommes, le sexe c'est un dû pour eux. Quand je vois des hommes qui me disent je ne paierai pas mon porno, c'est parce qu'ils pensent que le sexe leur est un dû. Et du coup, pour moi, cet argument de dignité, il a aucun sens. Voilà.